Merci de m'accueillir. Je suis désolé, mais je sors d'une bronchite carabinée, donc j'ai la voix complètement abîmée. Donc, si parfois ça déraille, je suis désolé. Donc, moi, je vous l'ai dit, je suis Adil Haïdi, j'ai deux casquettes. Je suis journaliste depuis 30 ans, 35 ans, et je suis chercheur depuis 2001 environ. J'ai commencé à faire des recherches sur le terrorisme, et ensuite, j'ai bifurqué et j'ai fait une thèse sur la guerre économique en 2006 à Paris 2, donc la guerre économique dans les relations internationales. Alors, on va essayer tout de suite de donner des définitions pour que vous compreniez bien, parce que sur ce terrain-là, il y a pas accord unanime, tout simplement parce que le monde universitaire ne s'est absolument pas emparé des questions d'intelligence économique et de guerre économique. Donc l'intelligence économique, Christian vous le dira, mais ma définition, c'est simple, hein, c'est de faire du renseignement économique. On a beau expliquer ce que c'est à partir de la définition du rapport Martre, aller chercher l'information, la protéger et permettre aux décideurs de prendre une bonne décision parce qu'on a la bonne information. Moi, je résume tout ça en disant c'est du renseignement économique. Voilà. Il faut avoir du rens sur son environnement concurrentiel. Et il faut faire en sorte, évidemment, d'en avoir un peu plus que son concurrent pour le battre. Donc l'intelligence économique, pour moi, c'est un outil. Ce qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est pas tellement l'outil, mais que j'utilise depuis un certain nombre d'années, mais c'est plutôt le paradigme dans lequel il s'inscrit. Et le paradigme dans lequel il s'inscrit, mon travail, c'est de montrer que c'est la guerre économique. Donc, c'est l'affrontement des puissances. Et donc, tout ce travail que je mène depuis 1995, où à l'époque, je traitais du terrorisme, et en faisant du terrorisme en tant que journaliste sur le terrain, je rencontrais des anciens des services de renseignement, RG, DST, FBI, KGB, etc., CIA, qui me racontaient d'autres histoires sur la manière dont ils aidaient les entreprises ou ils attaquaient au contraire des entreprises. Et donc, à partir de là, je me suis intéressé à la guerre éco parce qu'au terreau, j'avais pas de réponse au pourquoi. J'avais des réponses au comment, c'est-à-dire comment les terroristes passent à l'action. Hein. J'ai fait toutes les cellules d'Al-Qaïda. J'ai fait de nombreuses cellules d'Al-Qaïda à Paris, à Bruxelles, à Madrid, à Rome, à Londres, etc. Donc, je les rencontrais. J'avais des réponses au comment ils s'organisaient, mais j'avais pas de réponse au pourquoi ils décidaient le terrorisme. Et donc, c'est à partir du croisement de mes champs d'implication terrorisme et guerre éco que je me suis dit, tiens, là, avec la guerre économique, j'ai une grille d'analyse politique du phénomène terroriste. Et donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Retour de flamme, comment la mondialisation a accouché du terrorisme, où je croise les deux problématiques, terrorisme et guerre économique. Et en gros, il a été publié en 2006, je crois. En gros, je dis que plus qu'un choc des civilisations, il y a un choc des puissances. Et s'il y avait un paradigme qui remplaçait la guerre Est-Ouest, la guerre idéologique qui est tombée en 89 avec la chute du mur et en 91 avec la disparition de l'URSS, c'est bien celui du choc des puissances et non pas du choc des civilisations. Même si on nous a tellement barbé avec le choc des civilisations que il y a une autoprophétie réalisatrice. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, on veut tellement quelque chose que ça va se réaliser et on risque d'aller dans le choc des civilisations. Mais, bon, l'actualité étant ce qu'elle est, ça nous prouve ce qu'on disait depuis 30 ans avec Christian Arbulot, c'est qu'il y a bien un choc des puissances beaucoup plus important qu'un choc des civilisations. Et ce choc de puissance, on le voit de nouveau avec le Covid, le Brexit, l'élection de Trump à la Maison-Blanche en 2016 et l'Ukraine, etc. Donc, moi, je vais intervenir sur la guerre économique. Et là encore, comme il n'y a pas de définition académique, parce que le monde académique s'est pas penché sur ce concept, moi, j'ai quand même écrit un bouquin qui s'appelle l'Histoire mondiale de la guerre économique et je remonte au néolithique pour dire que la guerre économique a toujours existé. Donc, j'insiste, la guerre économique, c'est pas lié au libéralisme.
Ça existait bien avant le libéralisme. Euh, et donc la guerre économique, moi, la définition que je donne, c'est l'utilisation de moyens déloyaux et ou illégaux pour préserver et conquérir un marché. J'ajoute que la guerre économique existe à la fois en temps de paix et en temps de guerre. Et je termine en disant qu'en gros, la guerre économique, c'est le recours à la violence dans le champ économique, parce qu'on nous barre depuis 3 siècles en disant que le champ politique a le monopole de la violence. C'est faux. Il y a de la violence dans le champ économique, et c'est ça que moi j'étudie, c'est cette violence dans le champ économique depuis 30 ans. Et aujourd'hui, je voudrais intervenir en guise d'introduction pour vous montrer qu'il y a un réarmement économique depuis une petite dizaine d'années, un réarmement qui est très fort aux États-Unis, qui est très fort aussi en Chine, et qui est totalement absent dans la pensée stratégique. Là, j'ai mis un oxymore, il n'y a pas de pensée stratégique en Europe, donc totalement absent en Europe. Bon, je vais vous faire une courte introduction là-dessus, puis après on échangera à travers vos questions. Donc je vous l'ai dit, la guerre économique, c'est aussi vieux que l'homme. Je parle du néolithique à partir du moment où l'homme se bat pour virer les groupes qui sont proches des rivières. C'est pas un hasard, c'est parce que dans les rivières, il y a du poisson. Donc il y a des moyens de subsistance. À partir du moment où l'homme crée l'agriculture et se sédentarise, il crée des stocks. Et forcément, quand il crée des stocks, il crée de la jalousie pour que d'autres groupes s'emparent de ces stocks. Donc la guerre économique, c'est aussi vieux que l'homme. Simplement, en ce qui nous concerne, nous, ça apparaît de nouveau dans la réflexion, mais dans certains milieux, on est d'accord, à un moment de la chute du mur de Berlin. Parce que, bon, c'est la fin de l'histoire, soi-disant, d'après Fukuyama. Certes, c'est la fin d'une certaine histoire, c'est-à-dire de la lutte idéologique Est-Ouest, avec vraiment deux idéologies fortes et antagonistes. Donc ça, c'est la fin. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire du monde, il y a un accord pour la géopolitique et la géoéconomie de marché. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est pas imposé par des puissants, mais c'est accepté par tout le monde, même par un pays comme la Chine, politiquement communiste, mais qui accepte de jouer en partie le jeu du libre marché. Il n'y a que, à l'époque, Cuba, la Corée du Nord qui n'accepte pas ce cadre-là. Mais c'est unique dans l'histoire de l'humanité, il y a ce cadre-là. Donc la question, c'est de savoir dans ce cadre, est-ce qu'il y a toujours un acteur qui a envie de dominer? Évidemment. Et c'est là que Fukuyama se plante complètement. C'est pas la fin de l'histoire. C'est au contraire le retour de l'histoire. Parce qu'en gros, l'histoire a été gelée de 17 à 89, et encore plus de 45 à 89, parce que il fallait se situer soit dans un camp, soit dans l'autre. Il fallait être proche de Moscou ou proche de Washington. Et ça a gelé complètement l'histoire. Et c'est pas les non-alignés de 55 à Bandung qui vraiment proposaient une alternative. Et quand le mur tombe, eh ben, au contraire, l'histoire reprend son cours. Et le moteur de l'histoire, c'est l'affrontement, c'est la compétition, c'est la concurrence. Sauf que, entre démocraties, on se fait pas la guerre avec des bottes militaires. Par contre, il y a toujours un acteur qui veut dominer. Évidemment, c'est d'abord les États-Unis. Et pour dominer, eh bien, comme on n'envoie pas ses soldats dans des démocraties, ben, on va dominer à travers l'économie, qui devient le vecteur de la puissance. Donc, il faut bien attribuer le bon rôle à l'économie. C'est pas l'objectif. L'économie, c'est le vecteur de la puissance qui reste politique. Et donc, pendant ces dernières décennies, on a des États-Unis qui ont très bien compris le changement du monde à partir de 89. Il y a un homme comme Warren Christopher, qui est à l'époque secrétaire d'État en 93, donc de Bill Clinton, qui va devant le Congrès et qui dit texto: nous voulons les mêmes moyens que nous avons eus pour lutter contre l'Union soviétique, nous voulons ces mêmes moyens pour faire face à la compétition économique mondiale. Donc les Américains ont switché dès 89-90. Nous, évidemment, on n'a toujours pas encore switché. Donc, dès 89-90, la priorité numéro 1 des États-Unis,
après avoir battu l'ours soviétique, c'est la protection et la défense des intérêts économiques. À l'époque, il y a un Japon qui prétend doubler les États-Unis. Bon, il a été vite rappelé à la niche et il est rentré très rapidement dans le rang, même si c'est intéressant d'étudier le système national d'intelligence économique japonais, parce qu'on voit comment un pays qui a perdu la Seconde Guerre mondiale, qui a subi 2 bombardements nucléaires, qui était toujours un pays qui invitait des GI sur son territoire, comment ce pays de 45 au début des années 80 est redevenu une puissance économique capable de damer le pion aux États-Unis. Donc ça, c'est à étudier aussi. Et quand vous lisez les textes de l'époque, vous voyez très bien que même les grands patrons japonais disent que à la défaite militaire, nous allons prendre notre revanche économique. Donc il y a vraiment un état d'esprit qui est formalisé au Japon et qui sera formalisé aussi aux États-Unis avec la réapparition du concept de guerre économique qui est renouvelé sur la base des enseignements tirés à partir de la guerre de 91 au Koweït contre l'Irak, qui est une guerre qui s'appuie sur la révolution des affaires militaires à l'époque, qui dit en gros, pour obtenir la victoire, il faut 2 choses. Un, techniquement, rendre aveugle, sourd et muet l'adversaire, donc l'armée irakienne. Donc ça, c'est de matériel militaire. Et 2, faire en sorte que la population mondiale adhère à la présence des troupes alliées en Arabie Saoudite pour faire la guerre à Saddam Hussein. Et donc, de cette réflexion militaire, on va voir surgir dans le monde civil ces concepts-là de communication, d'influence, de nouvelles propagandes, etc., qui va être appliqué aux civils et un petit peu plus loin après à l'économie. Donc, on a clairement le réveil des États-Unis avec une stratégie très claire qui va, au fur et à mesure des années, se renforcer avec des moments très forts que nous, on a subis, comme l'extraterritorialité du droit américain, 9 milliards d'amendes de dollars à la BNP, uniquement parce que la BNP a utilisé du dollar pour ses relations avec Cuba ou autres pays, ce que n'interdit aucunement aucun texte international. Et pourtant, c'était la plus grosse amende infligée à un acteur européen, donc à une banque française. Donc l'extraterritorialité du droit américain qui a fait ses dégâts dans les fin des années 90 et surtout au début des années 2000, et c'est pas hasard, c'est que en gros, après les frappes contre les États-Unis d'Al-Qaïda, les États-Unis ont comme priorité de lutter contre le terreau, et lutter contre le terreau, c'est lutter contre le financement du terreau. Et donc, lutter contre le financement du terreau, ça veut dire lutter contre la corruption internationale et lutter contre la violation des embargos. Et c'est là qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des lois que même le Cour suprême n'accepterait pas. Hein. La Cour suprême des États-Unis n'est pas pour les lois extraterritoriales, mais ils en ont et ils vont s'en servir de manière administrative pour pouvoir à la fois sanctionner des entreprises, mais moi je pense que c'est aussi pour d'abord et avant tout leur siphonner des milliards d'informations économiques et avoir une vision du monde économique. Donc on a le réveil des États-Unis qui s'accentue avec tous les présidents, et ça c'est intéressant à voir, c'est qu'il y a une continuité chez les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, il y a l'intérêt de défendre les intérêts économiques des États-Unis. Et on le voit très bien avec le passage Trump-Biden. Les Européens font semblant d'être déçus, mais bon, il a toujours annoncé qu'il défendrait d'abord et avant tout les intérêts économiques des États-Unis. Donc, on a quand même un président américain qui va avouer ouvertement que les États-Unis sont en guerre économique et que cette guerre économique peut frapper aussi ses alliés. On a Trump qui déclare ouvertement
que les États-Unis aiment les guerres commerciales parce que, dit-il, les États-Unis remportent ces guerres commerciales. Donc, on l'a vu dans sa guerre vis-à-vis de la Chine, avec les dégâts collatéraux que ça faisait en Europe, notamment l'augmentation des taxes sur l'acier et sur l'aluminium de 10 et 25% qui ont frappé les Européens. Donc, on a un président américain qui reconnaît que son pays est en guerre économique et qui va ajouter un certain nombre de lois, comme par exemple le Cloud Act qui date de 2018. Les Américains s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas demander à leurs géants des informations situées dans des serveurs en dehors du territoire américain. Donc, ils votent une loi qui permet à n'importe quelle autorité de poursuite, donc ça peut être la police du Texas, de demander à un GAFAM des informations situées sur un serveur en dehors des États-Unis. Et ça, sans que vous le sachiez, évidemment. Donc, il y a le Cloud Act, et puis il y a une autre loi qui est intéressante à suivre, c'est la loi ECRA, Export Control Reform Act. Alors, il y avait la loi ITAR. ITAR, ça concerne essentiellement le militaire. Et ITAR, ça dit, si vous achetez du matériel ou du service américain, et si vous le réexportez, alors vous devez demander l'autorisation au département du commerce. Eh bien, en 2018, la loi ECRA va s'appliquer sur l'ensemble des technologies, des hautes techno. Big data, intelligence artificielle, les technologies informatiques médicales, etc., etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise française, européenne, vous êtes une start-up, vous commencez à acheter pour votre start-up un logiciel américain, eh bien, demain, si vous avez envie de réexporter votre produit, eh bien, il va falloir demander la permission au département du commerce. Donc, on a toute une série de lois aux États-Unis qui permettent de renforcer la sécurité économique et que ce soit Trump ou Biden, vous regardez les derniers textes de Biden sur la sécurité, donc la stratégie nationale de sécurité, il est clairement dit, Biden ou Blinken, hein, il est clairement dit, sécurité économique égale sécurité nationale. Donc, réarmement économique des États-Unis, on comprend pourquoi vis-à-vis de la Chine, hein, parce que, évidemment, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis depuis 1945 qu'ils ont affaire à un challenger capable vraiment, pour le coup, c'est pas le Japon des années 90, capable de remettre en cause le leadership politique, militaire, économique et peut-être même culturel des États-Unis. Donc, ils sont vraiment ennuyés par rapport à ça. Et moi, je considère qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils sont dans une posture réactive. Et donc, le fait d'interdire les investissements chinois aux États-Unis, voire même de surveiller les investissements sortants américains et des filiales américaines en Europe, en Chine, ça brise déjà un sacré tabou du libéralisme. Donc je considère qu'ils sont uniquement dans leur réaction, qu'ils n'ont pas de stratégie vis-à-vis de la Chine. Les dernières discussions, échanges aux États-Unis sont en train de montrer qu'ils vont sans doute passer un palier encore dans l'arsenalisation de leur commerce. Donc les réflexions, c'est de dire par exemple que le fameux contrôle des exportations qui appartient au département du commerce, eh ben, on va peut-être le retirer au département du commerce pour le donner au Pentagone. Donc ça, si on n'est pas dans l'arsenalisation du commerce, je vois pas d'autre. Ensuite, il y a des réflexions pour soutenir le président des États-Unis. Vous savez que l'homme ou la femme le plus important aux États-Unis, après le président, c'est le conseiller à la sécurité nationale. Eh bien, la réflexion, c'est de dire il faudrait un conseiller à la sécurité économique nationale à gauche du président. Donc, au même niveau que conseiller à la sécurité nationale,
sur la sécurité économique pour conseiller le président sur sa stratégie. Et enfin, les réflexions qu'il y a aux États-Unis aboutissent à se dire qu'il serait pas mal de créer une 17e agence de renseignement, mais qui serait là complètement consacrée au renseignement économique. Donc là, vraiment, on est dans un réarmement des États-Unis. En face, vous avez la Chine, qui a une position assez claire, qui est dans la réciprocité. Donc très clairement, depuis 2017, les Chinois votent des lois quasi miroirs à celles des États-Unis pour répondre à la guerre technologique que leur mène Washington. 2017, ils ont voté une loi qui s'appelle la loi sur le renseignement, qui oblige tout citoyen chinois à répondre à une demande d'un service de renseignement et de sécurité chinois. C'est comme si on votait une loi obligeant tout citoyen français à répondre à une demande de la DGSI ou de la DGSE. Vous voyez qu'on en est très loin. Ensuite, ils ont, à partir de 2017, voté des lois notamment sur le contrôle des exportations, en disant ils sont en train de nous bloquer sur les exportations, notamment sur les puces. Nous, on va faire le même type de loi. Résultat, si vous optez pour une techno chinoise à X%, et que vous réexportez vos produits ou votre service dans lequel il y a de la techno chinoise, il va falloir demander l'autorisation aux Chinois de réexporter. Ensuite, ils ont voté des lois sur la coercition économique. À partir du moment où on sera victime d'une coercition économique, alors on pourra poursuivre. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est que nous, Européens, on va être pris en étau. Si l'entreprise française doit répondre à une injonction d'un tribunal américain pour qu'il ne commerce pas avec la Chine, et que ça a un impact direct sur les intérêts économiques chinois, alors, du fait de cette loi chinoise, cette entreprise pourrait être poursuivie par les Chinois. Donc on va être pris en étau, tout simplement. Et on ne saura pas à qui obéir. Ensuite, il y a des lois, ils ont voté des lois sur les fameux listes noires, donc les entity lists aux États-Unis. À partir du moment où aux États-Unis, vous ne répondez pas à des critères sur le respect des embargos, sur la corruption, etc., vous entrez dans des listes. Et évidemment, toute personne a interdiction, personne physique ou entreprise, a interdiction de commercer avec vous. Autrement dit, vous devenez radioactif. Les Chinois font la même chose. Ils ont leur propre liste noire et ils y mettront des individus, des entreprises avec lesquelles vous ne pourrez pas commercer parce que ce sera considéré comme violant les lois chinoises. Ensuite, il y a des lois qui ont été activées et prolongées dans un objectif de sécurité économique. Par exemple, le fameux contrat social, le crédit social, pardon. C'est une loi qui avait été réfléchie au milieu des années 90 parce que les Chinois communistes trouvaient qu'il y avait trop de millionnaires et de milliardaires et qu'ils étalaient leur fortune. Donc le parti a réfléchi sur la manière de les faire un petit peu rentrer dans le rang et dans la rhétorique communiste. Sauf que ils se sont dit, tiens, ça marche sur les individus, ça. Si vous payez pas vos dettes, si vous êtes pas respectueux, si vous traversez pas dans les clous, etc. Se dit, tiens, on va l'appliquer aux entreprises. Et donc, en effet, il y a un organisme en Chine qui récupère des milliers et des milliers de documents émanant d'entreprises étrangères implantées en Chine, mais aussi, cet organisme demande les rapports d'activité des filiales de ces entreprises dans le monde entier. Et tout ça, ça rentre dans des gros ordinateurs. Vous imaginez le recueil d'informations. Et après, si on considère que vous tenez plutôt bien en Chine, mais que vous avez un très mauvais comportement chez leurs amis africains, alors là, vous risquez d'avoir de mauvaises notes. Et de mauvaises notes, ça veut dire de ne pas avoir accès à certains crédits. Et ça peut aller jusqu'à vous faire tout simplement exclure du marché chinois. Au contraire, si vous êtes bonne note, on vous facilitera les rendez-vous avec l'administration, etc. Donc la Chine se réarme également.
Et je termine évidemment par l'Europe. L'Europe qui est complètement absente de ces problématiques. Moi, ça fait 30 ans que je vais les voir à Bruxelles et que je leur demande où est-ce qu'ils en sont sur ces questions-là. Si vous leur demandez, par exemple, de vous fournir des textes sur la sécurité des Européens, ils vont donner des textes sur la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la prolifération nucléaire, la lutte contre les migrants, à savoir le changement climatique. Mais si vous leur dites, mais quels sont les textes doctrinaires au beau sens du terme, hein, sur la sécurité économique des Européens, 450 millions d'Européens, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Alors ils ont publié, enfin la commission a publié en juin un texte qui porte le nom pour une stratégie de sécurité économique. Ça fait une dizaine de pages. Quand vous le lisez, vous êtes atterré parce qu'il n'y a absolument aucune stratégie dans ce texte-là. Il y a un appel aux États membres pour qu'ils réfléchissent ensemble sur les problématiques. Voilà. Bon. Ça n'est absolument pas une stratégie. Donc, l'Europe, là-dessus, je vous l'ai dit, elle risque d'être prise en étau si elle ne réagit pas. Et pour l'heure, c'est vrai que le lexique a un petit peu changé en Europe, hein, à partir du Covid. C'est vrai que moi, que ça fait 30 ans que je m'intéresse à cette question, et j'ai vu réapparaître des mots qui étaient destinés aux oubliettes de l'histoire, comme réindustrialisation. Alors, souveraineté, c'est nous, c'est les Français. Mais eux, ils n'aiment pas le mot souveraineté, ils parlent de résilience, politique industrielle. Tout ça revient. Ils nous disent qu'ils seront plus naïfs. Sous-entendu, nous, ça fait des années qu'on leur dit qu'ils sont naïfs. Là, ils reconnaissent qu'ils ont été naïfs et que on ne les reprendra plus sur ces questions-là. Mais pour l'heure, évidemment, c'est comme en amour, hein. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. C'est pareil, il n'y a pas de stratégie, il n'y a que des preuves de stratégie. Et pour l'instant, ces preuves-là, moi, je les vois pas trop arriver depuis Bruxelles. Donc, là, je vous ai parlé de réarmement. J'ai écrit un bouquin, j'ai publié en septembre 22 sur l'histoire mondiale du protectionnisme, parce que je considérais que de la guerre économique, il fallait peut-être voir le niveau en dessous, qui était le protectionnisme. Et je considérais aussi que ce mot-là avait été, comment dire, malmené, euh, et que dès les premières pages, je parle moi de protection. Euh, je cite Jaurès, hein, en disant que le protectionnisme, c'est plutôt bien quand ça défend tout le monde, et c'est mal quand ça défend les particuliers. Euh, et je montre aussi que, à travers un certain nombre de produits, hein, je prends vraiment produit par produit, les céréales, l'aviation, le riz, le cacao, le sucre, le café, etc., où je remonte dans toute l'histoire, et je montre que tout ça a toujours été protégé et que un minimum de protection, ça me paraît rentrer en accord avec ce que nous sommes aujourd'hui à partir du contrat rousseauiste, c'est-à-dire que on est quand même ensemble pour se protéger les uns les autres. Euh, à partir du moment où on ne se protège pas les uns les autres, alors un certain nombre de personnes peuvent considérer qu'ils reprennent ce que Rousseau appelait les conditions de nature, c'est-à-dire le droit à la violence individuelle pour défendre ses propres intérêts. Donc j'essaie de montrer à travers ce livre que le protectionnisme, c'est pas forcément un gros mot lorsqu'il est utilisé, évidemment, intelligemment et toujours dans le respect de la défense des intérêts du groupe et jamais dans la défense des intérêts de quelques-uns. Donc voilà en propos liminaire ce que je voulais vous dire. Et maintenant, je suis tout oui pour vos questions. Les réflexions dans ces années-là. Oui. Alors, moi, je vois pas de switch des Européens, hein. C'est-à-dire que moi, je vous explique que
les Américains sont passés de la guerre froide à la guerre économique. Et que nous, on l'a jamais fait, ce switch. Et Maastricht et tous ces traités, c'est au contraire des traités qui vont encore plus vers dans l'autre sens, c'est-à-dire vers libéraliser toujours. À une époque, quand j'allais à Bruxelles, c'était vraiment, ils ne parlaient que de signer des traités de libre-échange. Et je leur demandais, mais quelle est la réflexion, quel est l'objectif, enfin, et ils n'arrivaient pas à répondre. C'était juste, c'est bien le commerce, c'est bien le commerce. C'est là qu'on voit que nous, Européens, on est resté bloqués sur deux choses. Il y a 3 siècles, Montesquieu, le doux commerce. Et encore, ça, c'est le livre 5. Dans le livre 20 de l'Esprit des lois, Montesquieu dit attention, ne confiez pas les affaires politiques aux marchands, parce que là, vous aurez la guerre. Ça, évidemment, on l'a acheté. Nous, on a retenu que le doux commerce, même si je pense profondément que c'est bien de commercer et d'échanger, mais c'est bien aussi de réfléchir aux limites de ça. Donc ça, on s'est arrêté là. Et puis, on s'est aussi arrêté à un autre switch que font les anglo-saxons, c'est le passage de l'école libérale, donc l'école classique, à l'école néoclassique, donc l'école néolibérale. Ce passage à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la Société du Mont Pèlerin, Hayek, Friedman, etc., qui disent le marché, c'est pas ce que on vous a appris. Nous, Européens, on a toujours dit que le marché, c'était la conception smithienne, c'est la rencontre d'un vendeur et d'un acheteur, et les deux possèdent le même niveau d'information. Et les anglo-saxons, à la fin de la guerre, disent non, 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 c'est pas ça du tout le marché. Le marché, c'est le contraire. C'est le lieu de la concurrence. C'est le lieu de l'opacité. Quand vous reprenez les cours de Foucault en 79 au Collège de France, il l'explique très bien. C'est tout le contraire de la transparence. C'est le lieu de l'opacité, de la concurrence, et c'est celui qui a la meilleure information qui remporte la mise. On n'a pas switché, nous, là-dessus. Les anglo-saxons ont switché là-dessus. Nous, on n'a pas switché. On est resté sur des vieilles conceptions smithiennes et de Montesquieu sur la vision du marché. Alors, moi, je pense qu'il faudrait écrire un livre là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas adopté la même trajectoire. Alors, très clairement, en Europe continentale, vous avez raison de mettre vos amis anglais de côté, parce qu'il y a un lien tellement fort entre Londres et Washington que il y a sans doute plus de liens Londres-Washington qu'entre Londres et l'Europe continentale. Donc moi, c'est une question que je me pose souvent et j'essaie de comprendre pourquoi l'Europe n'a pas de réflexion stratégique là-dessus. Alors, il y a des axes de réflexion, je vous en ai donné un, c'est intellectuellement, on n'a pas compris, et je pense qu'on ne veut pas comprendre. Deux, notre histoire récente, 2 guerres mondiales, une décolonisation qui s'est très mal faite. Donc là, une relation avec la puissance qui est honteuse, très clairement. Mais bon, ça peut se comprendre. Vous n'avez pas parlé à un Allemand de la Mark, la puissance allemande, ça, c'est très mauvais souvenir. Une Mark, c'est la Wehrmacht. Donc, ça peut se comprendre. On a été quand même à la pointe des pires crimes de l'humanité. Donc, mais pour autant, on a construit une Europe uniquement sur des bases, ce qui est formidable, de la paix, ce qui est formidable, mais ce qui est insuffisant aujourd'hui dans ce monde d'hyper-compétition économique. Donc, intellectuellement, je pense qu'il y a un grave déficit. C'est pas normal que le monde académique ne s'empare pas des questions de guerre économique, ne s'empare pas du concept de guerre économique. Moi, quand j'ai repris mes études en 2006, à l'époque, j'enseignais un petit peu à Sciences Po. Donc, je suis allé voir le directeur de l'école doctorale de Sciences Po, qui suive ma thèse. Quand je lui ai donné le sujet, il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit, mais ça n'existe pas, la guerre économique. Novateur. Voilà. Donc, voilà. Intellectuellement, on a loupé quelque chose. Il y a un impensé
stratégiques qu'on a totalement loupées et sans doute qu'il faudrait bosser là-dessus pour voir ce qu'on a loupé. Je précise juste que je suis pas un guerrier économique. Hein. J'appelle pas à la guerre économique. Moi, j'appelle à l'étude de la guerre économique pour éviter que la guerre économique, parce que c'est toujours ce qui s'est passé dans l'histoire. Hein. 19e siècle, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Quand il y a la guerre économique, après il y a la guerre tout court. Alors, pour moi, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. C'est lancer des laboratoires transdisciplinaires. Il ne faut pas compter sur les médias, c'est la deuxième ligne. Mais si vous n'avez pas de pensée stratégique dans le monde académique, les médias qui fassent, ne pourront rien faire, et puis les politiques non plus, et les dirigeants d'entreprise non plus. C'est au monde académique de créer les conditions de la réflexion. Donc, moi, je co-écrit avec une députée, avec une sénatrice, une proposition de loi sur l'intelligence économique, et j'ai insisté, les premiers articles, ça doit être créer des laboratoires transdisciplinaires de recherche avec des politologues, des économistes, des gestionnaires, des historiens, des psychologues, parce que la guerre de l'information, c'est très fort, des ingénieurs, enfin, bref, ce qu'on sait absolument pas faire en France, hein, et en Europe. Hein. Nous, on est en silo, hein. Chacun son... Et il faut tout casser, enfin, il faut de la transversalité. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, ça n'a rien compter sur les médias. Enfin, ils ne peuvent pas inventer ce que le monde académique doit faire. Alors non, parce que le contre-exemple, c'est celui du Japon dont je vous ai parlé, où défaite militaire, bombe atomique deux fois, euh, invitation de GI sur son terrain, et pourtant, stratégie mise en place. Et souvenez-vous, pour ceux qui ont mon âge, hein, à la fin des années 80, la référence c'était le Japon. Fallait que le Japon, c'était plus le taylorisme, le Fordisme, c'était vraiment le toyotisme. Donc, c'était vraiment la puissance du moment, la puissance économique. Ça veut dire quoi? C'est dire que quand on n'a pas la puissance militaire, alors on doit penser comme un faible, même si on est soi-disant fort. Il faut penser comme un faible. Parce que quand on est faible, on pense contournement de l'obstacle, on pense stratégie, etc. Quand on est fort, on pense que on va y arriver en écrasant les autres et ça suffira. Je pense pas. Moi, je pense que la révolution des mentalités de nos élites, c'est de se considérer aujourd'hui comme des faibles, même s'ils sont rentrés dans les plus grandes écoles et depuis 3 ans, on leur explique qu'ils sont les meilleurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas les meilleurs dans le monde, c'est pas les meilleurs. Et donc, il faut penser comme des faibles. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des solutions sans pour autant passer par la puissance militaire, même si vous avez raison de dire que ça aide, très clairement. Je veux dire, les Américains ont inventé le soft power, et très vite, Madame Clinton a inventé le smart power, c'est-à-dire le lien entre le hard power, la puissance militaire, et le soft power. Mais on ne peut pas, quand on est dans la réflexion stratégique, se dire que tout est foutu parce qu'on n'a pas la puissance militaire. Au contraire, tout est ouvert parce qu'on n'a pas la puissance militaire pour penser différemment. Je, dans le bouquin sur la Chine, je remonte à leur pensée stratégique, bon, l'art de la guerre de Sun Tzu, etc. Mais il n'y a pas que, il y a un corpus de, 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 de bouquins à l'époque des royaumes combattants, donc avant l'édification de la Chine, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un corpus de bouquins sur la manière dont on peut, ce que résume très bien Sun Tzu, remporter la guerre avant la guerre. Ça, c'est une tradition qu'ils ont réactivée à partir de la mort de Mao. Parce que Mao, lui, il avait rayé complètement ça. Pour lui, tout ça, c'était du confucianisme qu'il fallait jeter à la poubelle, etc. Eh ben, Deng Xiaoping, non, il a réactivé ça, il a réactivé la pensée de la ruse. Et nous, on en a une.
On a une pensée de la Russe, c'est la métisse grecque, c'est Ulysse, mais on l'utilise pas. On l'a complètement oublié. Alors c'est vrai qu'Aristote et autres pensaient que c'était pas bien, que c'était mal d'utiliser la Russe dans l'affrontement, etc. Moi, je pense qu'il faut repenser aussi, parce que la Russe, c'est l'arme du faible, et parfois ça pourra. Alors moi, je n'ai pas connaître la théorie qui dit que les régimes libéraux sont les plus pacifistes. Parce que, bon, les empires britanniques, les empires français, etc., je vois pas où. Donc, je connais pas cette conception du libéralisme comme absolument pacifique. Et dernièrement, je vois en effet que les États-Unis ont commis une immense erreur stratégique après 2001 d'envahir à la fois l'Afghanistan et l'Irak et qu'ils le payent très très cher et que tout ça c'est une expansion de leur puissance qui les a affaiblis. Et c'est pas un hasard si Poutine décide d'envahir en février 22, quelques mois après le retrait pitoyable des Américains en Afghanistan. Et je pense que si on devait penser le temps long, euh, on pourrait dire que quelque part Ben Laden a réussi, quoi. Sauf que lui, avec les attaques du 11 septembre, son objectif c'était de réveiller les masses arabes. Et en fin de compte, c'est pas par là que c'est passé. Mais il a réveillé quelque part les États-Unis qui se sont complètement plantés. Biden l'a dit à Netanyahou récemment, hein. Il a dit surtout ne faites pas ce qu'on a fait en 2000, à partir de 2001. Donc voilà, moi je serais intéressé par le fait qui apporte le concept de pacifisme des régimes libéraux. Ouais, ouais, alors pas dans celui-ci, mais j'en parle un petit peu de la Union asiatique, mais dans l'histoire mondiale de la guerre économique, je, je montre comment la Ligue hanséatique a été une puissance économique incommensurable. Et c'est pour ça que je dis souvent que, contrairement aux Allemands, nous on affiche une politique nationale d'intelligence économique. Les Allemands, non, à cause de la Marthe, etc. Or, les Allemands font de l'intelligence économique sans le dire. Et ça vient de leur tradition. Et notamment, ça vient de la Hanse, en partie. Comment cette réunion des marchands de l'Allemagne du Nord a réussi à organiser des blocus lorsque des villes comme Bruges et Anvers n'acceptaient pas d'appliquer les privilèges des marchands de la Hanse, c'est-à-dire pas de taxes en gros. Quand ils refusaient, ben, la Hanse organisait des blocus. Quand là-haut, en Scandinavie, ils appliquaient pas non plus les privilèges de la Hanse, eh ben, ils armaient des bateaux et ils faisaient la guerre. Et au traité Stralsund, au XIVe siècle, au début, ils ont non seulement remporté la guerre, mais en plus, dans le traité de paix, ils se sont octroyés le droit de décider eux-mêmes des différents successeurs au trône. Donc, voilà comment une ligue de marchands peut en effet mener des guerres économiques. Je prends aussi les exemples des grandes compagnies des Indes orientales. Enfin, la, la compagnie anglaise, c'est une puissance dans la puissance. D'ailleurs, sans la compagnie anglaise, vous n'auriez pas l'empire britannique aux Indes. C'est elle qui amène et qui donne l'empire britannique aux Indes. C'est elle qui est autorisée à battre monnaie, à passer des traités diplomatiques, à lever des soldats pour faire la guerre à des royaumes qui refusaient de leur vendre les épices, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que il faut en revenir à l'histoire pour comprendre que la guerre économique a toujours existé et que je ne sais pas pourquoi en Europe on n'a pas pensé comme ça. Hmm.
C'est chez les Allemands. Chez Les les Allemands, Allemands, d'accord. ils vont conquérir les marchés, c'est l'expression qu'ils utilisaient, en eux. C'est-à-dire que les Allemands emmènent mais pas seulement pour faire bénéficier le tissu PME, PMI, mais aussi pour des questions de sécurité. D'accord. Parce qu'évidemment, si vous amenez vos PME, PMI, il y a moins de chances qu'il y ait une déperdition d'informations stratégiques, technologiques, scientifiques, etc. Et vous avez raison de noter qu'il y avait une organisation très forte, avec un État et le MITI, ce fameux ministère de l'Industrie, qui organisait absolument toute la circulation d'informations. Moi, alors, pour ceux qui ont mon âge, dans les années 80, on se foutait de la gueule des Japonais, parce qu'ils arrivaient en car, ils descendaient tous des cars, ils prenaient des photos, paf, ils remontaient dans le car. Ce que nous, on savait pas à l'époque, hein, c'est que quand ils arrivaient à l'aéroport, il y a des boîtes qui récupéraient leurs photos et qui montaient des dossiers d'études de cas, d'études de marché, avec leurs photos, pour que les entreprises aillent conquérir le marché européen. Donc, c'était vraiment, dans leur cas, j'allais dire, quasi culturel. Oui, oui, c'est vrai. Alors, faut dire qu'à l'époque, on est en guerre froide. Et quand les masques tombent, c'est quand, en 90, l'administration américaine commande un rapport à la CIA, le rapport Japan 2000, et là, les mecs enquêtent et ils s'aperçoivent qu'en effet, ils se sont fait enturbaner parce que pendant qu'ils luttaient contre l'Union soviétique, les Japonais grignotaient les parts de marché, quoi. Et de manière, l'idée, quand on étudie les autres systèmes nationaux d'intelligence économique, c'est pas de copier-coller, hein. C'est de comprendre comment ils fonctionnent et de voir après ce que nous, on peut faire ou pas, hein. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des traditions qui sont très fortes, quoi. Moi, je vois la chose par d'abord, lancer la pensée stratégique, ça c'est très, très important, et deux, apprendre le rapport de force. Très clairement, il y a un mois, j'intervenais à Polytechnique, et il y a un étudiant qui me dit, mais je comprends pas pourquoi on nous a pas appris tout ça. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as des cours sur la guerre économique à X? Il me dit, bah non. Je dis, tu te rends compte, c'est une école militaire. Et on vous apprend pas le rapport de force. C'est donc une stratégie, repenser ce que c'est que le rapport de force. Ça, c'est très important. Et sans doute le plus dur, c'est le courage. Il y a pas de courage, c'est clairement. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question de l'extraterritorialité du droit américain, la manière dont les entreprises françaises ont été taxées à plusieurs millions, milliards. Moi, je me souviens très bien, hein, des débats de gens qui étaient prêts à donner à l'État un certain nombre d'informations pour que l'État fasse la même chose avec des entreprises américaines. Non. Rapport de force et courage. La semaine dernière, on avait un intervenant qui nous parlait des politiques énergétiques en Europe avec, entre guillemets, un groupe de pays plutôt nucléaires, un groupe de pays plutôt éoliens. Et je ne sais pas s'il a prononcé le terme de guerre économique, mais en tout cas, le concept était bien là. Et quand vous dites en Europe, la pensée est absente, vous citiez, je ne sais plus, Bruxelles ou Strasbourg. Alors peut-être qu'au niveau de cette hyperstructure, le terme est absent, mais en tout cas, d'après ce que je comprends, chez les Allemands, l'Union européenne est un instrument de guerre économique contre ses voisins, en particulier l'Italie et la France, pour leur prendre des richesses en utilisant quelques instruments et en les contraignant. Mmh. Ah, écoutez, il est clair qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts en Europe, hein. Je veux dire, les Allemands se sont pris une belle claque avec Poutine sur leur modèle qui était fondé sur de l'énergie pas chère et de l'exportation de voitures, machines-outils aux États-Unis ou en Chine. Donc ça a été un petit peu cassé. C'est clair qu'on n'est pas d'accord sur la réaction vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis. C'est clair qu'ils n'ont pas intérêt à fermer les marchés ni US, ni chinois, etc. C'est clair que les Néerlandais aussi ont pas les mêmes intérêts que les nôtres, parce que c'est le hub d'entrée des Chinois. Ils ont un énorme déficit avec la Chine, mais ils ont un excédent avec nous.
Donc, ça veut dire tout simplement que les produits rentrent chez eux et qu'après sont vendus au reste des membres. Donc, on n'est pas près de s'entendre, hein. Je reconnais sur l'énergie aussi, etc. De là à vous dire que l'Allemagne utilise l'Europe comme vecteur d'outil de guerre économique vis-à-vis de ses voisins, moi, j'ai pas d'éléments pour vous le dire, très clairement, en tant que... Moi, j'ai été 5 ans en commission énergie et nouvelles technologies. Je peux vous donner tous les éléments que vous voulez. Très bien. Très bien, mais moi, tant que je n'étais pas consulté, je ne prononcerai pas là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre de l'Europe. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut maturer, parce qu'on n'est pas encore à la hauteur, nous, en France, maturer le concept de guerre économique, d'affrontement économique, etc. Et une fois qu'on l'aura bien maîtrisé, on pourra peut-être aller à Bruxelles et proposer une alternative. Mais là, on n'est pas au niveau. Alors, je réponds tout de suite à la deuxième question. C'est pas au président de pondre. Encore une fois, ils sont formés où, ces mecs-là? À l'ENA, à HEC, à X, etc. Si on les forme pas, c'est pas à eux de pondre la stratégie. La pensée stratégique, c'est le monde académique. C'est à lui de fournir des cadres. Après, c'est aux politiques de prendre ce qu'il apprend, ce qu'il a envie de prendre, etc. Donc, moi, je pense pas que ce soit un problème de durée de mandat. La preuve, c'est que aux États-Unis, c'est 4 ans. Et je vous l'ai dit, hein, ça a beau être 4 ans, il y a une continuité entre les présidents démocrates et républicains. Toujours, en ce qui concerne la défense des intérêts économiques, c'est toujours. La première question, c'est plus une question de citoyen, c'est pas une question où le chercheur peut répondre. C'est encore une fois, le chercheur, il est là pour donner la matière et le résultat de ses recherches brutes et l'analyse. Et après, c'est à nous tous, citoyens, de nous emparer de ces questions et de prendre des décisions. Mais moi, je ne vais pas vous dire, oui, droite, gauche, etc. Mais par exemple, si vous, les universitaires, donc ceux qui font... Le monde académique, à la fois universitaire et grandes écoles. Pas de souci. Oh. Mais j'imagine que le monde académique, c'est pas un monde uniforme. Plusieurs mondes académiques ont des visions différentes. Et si on change de dirigeants qui vont pas nécessairement écouter la même personne du monde académique, du coup, ça nécessite d'avoir, même si c'est plusieurs personnes, des personnes qui sont d'accord, en tout cas, avec la même source pour qu'il y ait une cohérence. Mais rendez-vous compte, là, on en est au point où il n'y a pas de pensée dans le monde académique. Il n'y a pas de débat. Et même si on avait eu... Donc, laissons émerger une pensée, et après, voyons comment le politique ou le grand patron, hein, parce que je parle aussi du grand patron, hein, le grand patron a besoin de se nourrir intellectuellement. Et voyons comment il réagit, mais pour l'instant, il n'y a pas de pensée, donc... Alors, on va prendre les dernières. Merci. Bonsoir, merci pour votre conférence. L'EGE, l'école de guerre économique, a été fondée en 1997. Elle n'a pas produit de pensée, elle n'a pas cherché à investir le monde académique. Alors, oui, vous avez entièrement raison. Le GE a créé près de 10 000 opérationnels, ce qui est énorme. C'est-à-dire des gens qui sont capables de défendre les entreprises européennes ou françaises, voire plus. Mais vous avez raison, il n'y a pas eu de pensée. Et on a créé il y a, donc maintenant, c'était en plein Covid, donc ça fait 2020, donc 4 ans, on a créé l'école de pensée sur la guerre économique pour nourrir le débat. Mais on est coincé très clairement, on est quoi, 4-5 chercheurs maximum. On est coincé tant que le monde académique s'emparera pas du dossier, on sera toujours les vilains petits canards. Nous, on est coincé entre... ça, c'est mon analyse que je donne toujours à Christian. Hein. C'est qu'on est coincé entre le néolibéralisme qui nous dit la guerre économique, ça n'existe pas. Parce que reconnaître la guerre économique, c'est de fait reconnaître l'intervention de l'État, seul porteur légitime de la violence. Et donc, surtout pas, ça n'existe pas. Que ça existe, hop, l'État, forcément, il est là pour réguler. Donc nous, on est coincé entre ces gens qui pensent ça et l'extrême gauche qui nous dit vous, les penseurs de la guerre éco, vous êtes là pour porter le discours des patronats, pour demander au peuple de renoncer aux acquis sociaux durement acquis depuis 1945.
Donc, ça n'existe pas la guerre économique parce que, voilà. Nous, on dit, mais attendez, c'est tout le contraire. Nous, on est là, dans notre réflexion, pour défendre, quand je retire ma casquette de chercheur et je mets ma casquette de citoyen, je suis là pour défendre les modèles. Je suis là pour défendre la diversité des modèles socioculturels. J'ai pas envie qu'on vive la même façon à Paris, à Alger, à New York, à Pékin. Au contraire, si j'ai envie d'aller à Pékin, je veux voir des choses différentes. Ça n'a aucun intérêt de voir les mêmes choses. Donc, l'aspect philosophique de la réflexion sur la guerre économique, c'est de dire il faut préserver la diversité des systèmes socio-culturels. Et il faut empêcher toute tentative d'un acteur, que ce soit les États-Unis, la Chine, ou nous avant, nous les Européens, pendant 5 siècles, on a été des démons pour d'autres, avec le colonialisme, l'empire, etc. Il faut empêcher tout acteur aux prétentions hégémoniques d'uniformiser le monde. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être là que on ne peut pas, nous, simples chercheurs de l'EGE, travailler. On essaye, on n'arrête pas de tendre des perches au monde académique, mais on nous renvoie dans nos 22. Pardon? Parler de laboratoire Clovis. Ouais. L'année dernière, monsieur. Est-ce que le Haut Commissariat au Plan des années 60, ce n'est pas une institution de guerre économique qu'on pourrait remettre au niveau? Exactement. Ouais. Vous avez entièrement raison. C'est vrai. Ouais. Mais vous avez vu qu'elle sert pas à ça. Ouais. Mais vous avez entièrement raison. La pensée longue, la stratégie à long terme, etc. Mais si vous allez voir aujourd'hui les responsables au plan, vous leur parlez de ça, ils ouvrent les yeux, ils ne savent pas de quoi vous leur parlez. Jusqu'à présent, vous nous avez dit qu'il n'y a pas d'investissement dans la recherche pour la guerre économique, qu'il doit venir des politiques, sauf que ces politiques sont eux-mêmes formées par des écoles qui n'intègrent pas la guerre économique. Donc, puisque ça semble être un serpent qui se mord la queue, est-ce que vous avez une idée d'un moyen pour sortir de cette boucle infernale et pour engager un processus de formation d'élite qui vont par la suite elles-mêmes renforcer les échec de la guerre? Il y a 2 solutions. Ou bien on va droit dans le mur, et là on sera obligé de réagir, mais ça sera un peu tard. Il y a vraiment le risque qu'on quitte l'histoire. Je veux dire, Engels parle très bien des nations qui ne sont pas rentrées dans l'histoire. Nous, on est peut-être une nation qui va quitter l'histoire. Donc, ou bien il y a ça, ou bien on se réveille petit à petit, on laisse sortir des pensées un petit peu différentes parce qu'on s'est pris coup sur coup, on s'est pris le Brexit, on s'est pris le Covid, on s'est pris Trump, on s'est pris l'Ukraine et tout à coup, bouf, on se dit bon alors qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres gens qui pensent différemment. Voilà, c'est l'espoir. Mais moi, je suis un peu comme Einstein. Einstein, il disait, est-ce qu'il faut compter sur les gens qui nous ont mis dans la mouise pour nous en sortir? J'ai pas de réponse. Je dis pas non. Je dis, j'ai pas de réponse. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, faut former les gens. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.